À quelle hausse d'impôts s'attendre pour l'année prochaine? Quelle nouvelle contribution sera finalement créée? On est à Grenoble ce mois-ci pour décrypter le budget 2025 du gouvernement avec Ève Maridion, fondatrice du cabinet EMD Patrimoine. Qui dit fiscalité dit aussi défiscalisation. Simon Cavaillès de ComDCGP vous donnera quelques conseils pour communiquer sur ce sujet ô combien sensible. En studio, on retrouve Jean-Philippe Mas qui a parlé Small et Mid Caps avec le président d'Indépendance AM, et Nessim Ben-Garbia est parti à la rencontre du président de Courtantia, la toute nouvelle association de courtiers. Patrimoine Online, émission 9 à Grenoble, c'est parti. Bonjour Ève Maridion. Bonjour Gaëtan. Merci de nous recevoir dans vos super locaux à Grenoble. Ils sont vraiment très beaux, je tiens quand même à le dire. Vous êtes donc dirigeante fondatrice de EMD Patrimoine. Dites-nous tout. EMD Patrimoine, du coup, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de clients, depuis quand? Dites-nous tout. Alors, EMD Patrimoine, j'ai créé et fondé le cabinet en 2010. Donc, le cabinet aura 15 ans en février prochain. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine de collaborateurs et c'est surtout 3 marques. Donc, une marque classique de gestion de patrimoine, une marque qui s'appelle Performance by EMD, qui a été co-créée avec Chun Wing Lam, danseur de l'Opéra de Paris. D'accord. Qui est donc dédiée aux artistes et sportifs de haut niveau. D'accord. Et une troisième marque qui s'appelle le Family Office by EMD. Donc 3 segmentations différentes, un peu plus de 100 millions d'euros d'encours sous gestion directe et de la gestion conseillée au-delà. Et évidemment aussi important, le siège social est à Serre-Chevalier. Je suis un peu donc vous êtes très fière. Je suis fière, donc je préfère le dire. Et des bureaux. Vous avez des bureaux à Grenoble et à Paris, c'est ça? Exactement. Voilà. Pourquoi le choix d'avoir fait 3 structures différentes, du coup notamment celle pour les artistes et les sportifs? Je pense que déjà c'était on avait une clientèle qui s'étoffait dans les sportifs et artistes, et je pense qu'il faut vraiment les gérer différemment. Alors on pouvait ou pas créer une marque dédiée, mais ce qui était important, c'était vraiment de leur donner un accompagnement très très différent de celui qu'on a habituellement. Et ça change quoi justement en termes de différence, les spécificités chez les artistes, chez les sportifs versus une clientèle plus entrepreneuriale classique? Alors déjà, il faut avoir beaucoup de temps pour eux, beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de pédagogie. Et c'est comme si on préparait la retraite, comme pour nos clients traditionnels, on la prépare en 20, 30, 40 ans. Là, en 5 ans, on doit préparer leur retraite. Donc il faut sur un temps beaucoup plus court. Un temps beaucoup plus court. Et je pense qu'il faut aussi une équipe vraiment dédiée pour eux en termes d'accompagnement, aussi administratif. C'est des gens qui ont peu de temps à accorder à leur papier, à la fiscalité, et ils font aussi souvent confiance à des personnes. On sait que 50% des artistes, enfin surtout des sportifs, font faillite en fin de carrière. C'est énorme. Et nous, on avait envie d'apporter tout notre savoir-faire, et on espère notre réseau également, des personnes de confiance qu'ils peuvent avoir, tels que des avocats pour leur droit à l'image, pour des notaires qui sont au fait de ces problématiques aussi souvent à l'international. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir accordé vraiment une marque dédiée, des process dédiés à ces personnes-là. Pour la première rubrique, Ève Marie, on va parler ni de sportifs, ni d'artistes. Malheureusement, on aurait bien aimé. On va surtout parler du PLF 2025. Beaucoup de brouhaha, on a entendu plein de choses. On va revenir justement sur le sujet avec Ève Maridion, les 3 actus d'Ève Maridion spécial PLF. C'est parti. Ève Marie, j'ai pris mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le PLF. Vous avez suivi toutes les discussions qu'il y a eu sur le sujet. Le sujet, il n'est pas encore terminé, loin de là. Par contre, on va prendre un petit peu de recul avec vous. L'idée, c'est pas forcément de revenir sur tout ce qui est passé, pas passé, voté, pas voté. Plutôt de prendre du recul sur les grandes orientations, les grandes idées qu'on a pu entendre jusque-là. Déjà, est-ce que globalement, vous partagez l'inquiétude générale que l'on ressent sur le PLF 2025 ou pas forcément? Il faut un petit peu relativiser. Alors, je pense qu'il peut y avoir effectivement des inquiétudes, et les investisseurs détestent les incertitudes, mais on va relativiser. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de riches en fait dedans. Donc on va voir peut-être un peu certains points, et rappelons effectivement qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a rien qui est acté réellement.
Et que ça risque de se finir certainement en 49.3 au global. Donc, alors je précise prenons effectivement beaucoup de prudence. un petit point d'étape, on tourne cette émission donc le 28 octobre, à l'heure où on se parle, nous sommes donc encore en plein psychodrame du PLF 2025. Le dernier épisode, ce sont les discussions à l'Assemblée nationale sur le volet recettes du texte qui se sont terminées, mais sans que les députés aient pu aller au bout ni des amendements ni du texte en lui-même. Les discussions vont donc reprendre le 5 novembre, et à l'heure où on se parle, là, le 28 octobre, les parlementaires commencent l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Rien n'est joué, donc, mais comme je vous le disais, on va temporiser un petit peu. Moi, je vous propose, on commence par le positif, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a selon vous de positif dans tout ce que vous avez pu entendre? Alors, on parle de positif pour qui? Pour nos clients, pour moi? Peut-être un peu des deux. Alors, on peut commencer par vous, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous semble positif? Non, les petites choses qui m'a fait un peu sourire, ça serait la non-imposition des pensions alimentaires, donc non-défiscalisation. Ça pourrait être quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour nos clients, puisque normalement, on gère plutôt les clients qui attribuent la pension alimentaire, mais évidemment pas que. Moi, je pense que sur le fond, c'est une bonne nouvelle, surtout au niveau civil. Plutôt que fiscal, c'est qu'au moins on enlève les débats en termes juridiques aussi, pour le juge de combien on doit donner, pas donner en fonction des impôts. Et on parle juste des dépenses par rapport aux enfants. Et moi, je trouve que du coup, d'un point de vue civil, c'est une très bonne chose. Ça rééquilibre le rapport et puis ça assainit un petit peu les discussions pendant les séparations. Certainement. Donc voilà, je suis plutôt civiliste que fiscaliste. Et donc, j'aime bien rappeler ça aussi. Voilà. Donc ça, c'était la nouvelle qui m'a fait sourire. Je n'expliquerai pas pourquoi. Et vous avez le droit d'avoir vos raisons. Comme deuxième point, vous avez vu quoi comme autre point positif? Alors, les points positifs, il y avait aussi peut-être le relèvement de l'abattement du microfoncier. On parle beaucoup d'immobilier en ce moment, notamment pour le meublé. Mais en tout cas, sur le microfoncier, il y aurait un relèvement de l'abattement passant de 30 à 50%. Exactement. Et aussi une petite surprise qu'il y aurait, et là je mets encore plus de guillemets, puisque pour les droits de donation, on rehausserait à 120 000 € l'abattement qui était jusqu'ici 200 000 tous les 15 ans. À mon avis, ça ne passera pas à la fin, mais en tout cas pour l'instant, à l'heure où on se parle… c'est passé. C'est passé. Il y avait un autre sujet aussi, c'est la flat tax qui avait été à un moment disputé. Là, ça y est, il y a eu un statu quo finalement dessus, ça n'a pas augmenté. Statu quo flat tax, effectivement, pour l'instant, ça devait être augmenté à passer à certainement 33. C'est ça. Pour l'instant, statu quo. Et ça a l'air de passer. Et ça aurait été assez fort et symbolique en même temps. Symbolique parce que c'était quand même le totem du président Macron, et en même temps très fort pour les investisseurs qui ont fini par s'habituer très vite à ces 30% là. C'était quand même un avantage intéressant pour eux. Eve-Marie, on passe maintenant aux dispositions un peu plus inquiétantes pour vos clients. Surtout, on commence par la CDRH, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Est-ce que ça, c'est un sujet qui inquiète vos clients? Alors, encore une fois, je pense qu'on parle là de problèmes qui ne concernent pas tout le monde, qui concernent une frange infime en règle générale des Français. Bien sûr, ça peut inquiéter, c'est surtout toutes les discussions qui sont autour. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Que juste ça passe d'exceptionnel à non exceptionnel. Ça, on s'y attendait un peu comme la CSG à l'époque. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude là-dessus. Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, il y a encore une imprécision sur la CDRH et à savoir si oui ou non elle va se cumuler aux autres taxes, aux autres contributions que payent déjà les hauts revenus. On rappelle que la CDRH, elle instaure un taux plancher de 20% pour les revenus de plus de 250 000 € pour les célibataires et 500 000 € pour les couples sans enfants. Le gouvernement voulait cette contribution temporaire pour 3 ans. Et puis finalement, les députés l'ont allongée et surtout pérennisée. Cette contribution, pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails, mais pour vous, elle vous semble quand même difficilement évitable pour les ménages qui y sont sujets. Je pense que malheureusement, il va falloir trouver des sous un petit peu partout. Le déficit est énorme, abyssal. Donc je pense qu'à un moment donné, chacun va devoir contribuer pour… à la hauteur de ses moyens. À la hauteur de ses moyens, sans non plus que ça soit confiscatoire, parce qu'il faut quand même une certaine… justice aussi fiscale, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse tous un effort. Aujourd'hui, on parle notamment on parle de beaucoup de sujets aussi sur la sécurité sociale. Il va falloir aussi suivre ces débats qui vont nous intéresser
à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout un volet immobilier. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, pour le PLF, c'est vachement penché sur l'immobilier. Il y a plusieurs mesures qui ont été adoptées. On ne sait pas encore ce qui va être conservé. Mais en revanche, il y a plusieurs idées qui sont passées. Alors, par exemple, si on prend pour la résidence principale, l'exonération sur la plus-value immobilière d'une résidence principale pour une détention de 5 ans minimale et non plus 6 mois. Ça, c'est pour éviter les culbutes spéculatives, plutôt positives, plutôt négatives selon vous? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. 5 ans, on passe quand même d'un extrême peut-être à l'autre. De 6 mois à 5 ans, je trouve que ça peut être beaucoup et qu'il va falloir regarder, en tout cas, les cas particuliers. Il y en aura, il y en a déjà qui ont été posés. Je pense à des mutations notamment réelles, mais il va falloir faire attention à, effectivement, maintenant, il y a eu beaucoup de spéculation dans certaines villes. Et je pense que c'est pour combattre ça et pour avoir des meilleurs moyens pour se loger. Donc, dans le fond, ce n'est pas si mal. Le contexte général sur l'immobilier est en train de se durcir. Si on prend par exemple le LMNP, la réintégration des amortissements lors des plus-values immobilières. Alors ça fait hurler pas mal de professions. Ouais. On ne sait pas encore une fois si ça va vraiment passer, mais sur ce sujet, ça commence à devenir compliqué de faire de l'investissement locatif pour les investisseurs. Alors effectivement, de toute façon, je pense que ça a toujours été un sujet malgré tout compliqué, l'immobilier, qu'on banalise assez facilement. Moi, ça ne va pas me changer beaucoup parce que j'ai très forte conviction sur les SCPI et notamment sur l'immobilier professionnel. Donc aujourd'hui, pour nous, en termes pour notre cabinet même des patrimoines, c'est un non-sujet sur la fin, effectivement, aussi de la loi Pinel. Oui, oui, parce que vous êtes plus, pour l'immobilier, vous êtes plus fonds immobilier que immobilier en physique. Vous n'aimez pas forcément le Pinel ou tous les dispositifs qui existent. Alors pourquoi, justement? Alors historiquement, déjà, je suis fille d'agent immobilier. Ça explique déjà pas mal de choses, c'est ça? Ça explique beaucoup de choses, et notamment le fait qu'à la base, j'adore l'immobilier, mais je me rends compte aussi des contraintes liées à la construction d'un patrimoine exclusivement immobilier, notamment en direct. Les contraintes de gestion, les contraintes de vacances locatives, les contraintes de loyers impayés. Et aujourd'hui, c'est vrai que je veux de la sérénité pour mes clients. Et comme je dis toujours, moi, mon benchmark, c'est mon sommeil. J'ai beaucoup besoin de dormir. Et si mes clients dorment, normalement, ils me laissent dormir. Est-ce que vous dormez bien souvent, du coup? Eh bien, écoutez, je dors pas mal. Merci Eve-Marie pour ce débrief du PLF 2025. On continue sur le sujet de la fiscalité. Vous le savez, maintenant, tous les mois, on retrouve comme des CGP qui vous donnent des conseils sur la communication. Aujourd'hui, c'est Simon Cavaillez qui va vous parler défiscalisation, comment communiquer sur ce sujet. On l'écoute et on revient tout de suite. Chers CGP, bonjour. Nous sommes en pleine période fiscale, l'occasion idéale pour vous de communiquer. Je suis Simon, cofondateur de Comme des CGP, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment communiquer efficacement. Eh bien, vous pouvez communiquer tout au long de l'année sur la période fiscale, mais il est vrai qu'à partir de la rentrée, le grand public se questionne de plus en plus sur sa fiscalité à venir, ce qui en fait un moment idéal pour communiquer. Donc si vous souhaitez communiquer auprès du grand public, nous vous conseillons de passer par les réseaux sociaux, et notamment par LinkedIn, qui est un canal très utilisé par vos cibles. Quel type de contenu publier sur LinkedIn? Soit vous pouvez opter pour un format vidéo, si vous êtes à l'aise, soit pour un format plus classique, donc un texte accompagné d'une photo. Si vous faites un texte, nous vous conseillons un minimum de 1200 caractères et un maximum de 2000 caractères. Sur le type de contenu à publier, vous pourriez partager soit une infographie qui explique un petit peu la fiscalité en France et qui démontre la pression fiscale que nous subissons, soit vous pourriez partager un cas client dans lequel vous expliquez concrètement comment vous avez optimisé la fiscalité d'un chef d'entreprise, d'une profession libérale, etc. Pour les heures et les jours de publication, nous vous conseillons soit le mardi, soit le jeudi, entre 8h et 10h. Si vous souhaitez communiquer auprès de votre clientèle, vous pourriez rédiger un mail à envoyer à l'ensemble de vos clients dans lequel vous les informez que vous allez contacter prochainement pour faire un point sur leur situation et leur proposer votre accompagnement. Dans tous les cas, que vous communiquiez auprès du grand public ou de votre clientèle, cela ne pourra être que bénéfique. Vous continuerez de démontrer votre expertise, vous pourriez capter de potentiels nouveaux clients et vous travaillerez votre notoriété digitale. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils. Vous, comment vous avez appréhendé ce sujet? Vous avez commencé à communiquer sur les réseaux, sur Internet, sur LinkedIn assez tardivement ou c'est venu assez vite avec le cabinet? C'est venu assez naturellement, mais je pense qu'on communique
par rapport à d'autres CGP plus. Toutefois, on n'a pas de plan de communication qui est réellement établi. C'est plus à l'instinct, vraiment un côté spontané. Des fois, on a envie de dire quelque chose et on ne cherche pas forcément à attirer de nouveaux clients via LinkedIn. On essaye d'abord de donner de l'information, réagir à des actualités et on communique pas mal, vraiment plutôt par ce réseau-là, moins par les autres réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, X, pardon, et tout ce qui pourrait être externe à… TikTok, n'en parlons pas. Non, je l'interdis à ma fille, c'est pas pour, pour m'y mettre. On passe au studio, on retrouve Jean-Philippe Mas, notre journaliste spécialisé en gestion d'actifs. Il a parlé small et mid cap avec William Higgins, le président d'Indépendance AM. On les écoute et nous, je vous propose, on va se prendre un petit café. Allez, moi, ce sera plutôt un thé. Eh ben, c'est parfait, moi ça me va quand même. Et on revient, à tout de suite. Bonjour William Higgins, vous êtes président d'Indépendance AM, notamment en charge de la gestion du fonds Indépendance France Small et Mid. Je vais vous présenter le concept. Des images vont apparaître à l'écran et vous aurez soit 1 minute, soit 30 secondes pour répondre. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Première question, pourquoi le positionnement d'Indépendance sur les small et mid cap ? Alors j'ai toujours cru que les seules sociétés qu'on pouvait analyser, c'était les petites et moyennes, qu'il était impossible d'analyser une grande société. Donc si un gérant voulait avoir des performances légèrement supérieures à celles de l'indice, il fallait être sur les small et mid, qui par ailleurs, généralement, ont des meilleures performances que les grandes, ce qui n'est pas le cas depuis 5 ans. Comment vous avez construit la performance du fonds au gré des cycles? Parce que je crois que le fonds a été créé en 93. Comment vous avez construit cette performance au fil des années? Alors, très précisément, il y a des aberrations dans le marché. Il est facile de comprendre que si une société a une rentabilité des fonds propres supérieure à celle du marché, elle devrait avoir un price earning supérieur. En fait, on découvre que ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des sociétés qui font rêver en ayant une très faible rentabilité des fonds propres et des sociétés qui sont très mal valorisées avec une forte rentabilité des fonds propres. Donc nous, on achète des sociétés mal valorisées ayant une forte rentabilité des fonds propres. En fait, il ne faut pas oublier que si vous mettez une contrainte sur l'endettement, le bénéfice d'une société ne peut pas croître plus vite que le bénéfice mis en réserve sur fonds propres. Et est-ce que ces contraintes d'endettement sont plus utilisées en ce moment, ou il y a eu des périodes où il y avait les sociétés étaient plus endettées, notamment les small et mid, ou pas forcément? Non, en fait, je pense que les dirigeants de sociétés ont un taux d'endettement avec lequel ils sont confortables et généralement ils le gardent. Et sauf s'ils ont un énorme programme d'investissement un peu exceptionnel ou qui veulent faire une acquisition qui leur semble stratégique, ils restent proches de ce taux. En quoi le contexte géopolitique et macroéconomique actuel impacte votre politique de gestion? Le contexte politique français fait que la gestion devient sportive, on va dire, sachant que personne ne sait très bien quelle va être la fiscalité de demain, que l'incertitude politique a provoqué un ralentissement des affaires et que globalement, on peut dire que les valeurs françaises ont maintenant 35% de décote, enfin plus de 30% de décote par rapport au marché européen. Donc c'est un contexte plus difficile que la moyenne. Et d'ailleurs, sur le rattrapage, on entend beaucoup parler du rattrapage du small et mid cap. Est-ce qu'il a vraiment eu lieu ou c'est toujours les décotes sont toujours aussi élevées? Non, il avait commencé en fait en début de cette année. On peut dire qu'au mois de mai, on avait pu parler d'un rattrapage. Et comme ça faisait longtemps que les petites valeurs n'avaient pas battu les grandes, on sentait que les institutionnels qui ont abandonné les petites commençaient à en acheter. Mais ça s'est arrêté. Dernière question, la Commission européenne est en train de débattre sur le Listing Act européen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène qui dure quand même depuis quelques années. Les autorités pensent que pour développer le marché des capitaux, il faut enlever des contraintes qui pèsent sur les émetteurs. Le problème, c'est que ces contraintes, généralement, protègent les minoritaires. Et je ne suis pas sûr qu'on ait des très bons marchés s'il n'y a plus de minoritaires. Merci William Higgins. Merci.
Eve-Marie, les small et mid caps, vous en pensez quoi, vous? Alors, dans notre cabinet, c'est une classe d'actifs qu'on aime vraiment particulièrement, les small et mid. Donc, je suis contente qu'on les mette aujourd'hui. Plutôt positif dessus. Oui, plutôt positif dessus. Alors, il faut avoir du temps, évidemment, sur ces classes d'actifs. Favoriser aussi les versements programmés ou l'investissement programmé. Mais c'est une de mes classes d'actifs favorites. Vous êtes d'accord avec ce qu'il disait, que les grandes entreprises sont plus difficiles à analyser que les petites et les moyennes? Alors moi, ce n'est pas mon métier d'analyser directement les entreprises. Toutefois, je pense qu'effectivement, c'est plus... il y a moins d'éléments exogènes, je pense, en analysant les petites entreprises. Toutefois, attention par rapport à l'explication de la performance à nos clients, parce que quand on parle des petites capitalisations, il peut y avoir des problèmes de liquidité qui font que la valeur liquidative de ces sociétés ou des fonds small et mid baisse beaucoup et qui ne reflètent pas forcément la santé de l'entreprise. Donc, à analyser certainement. Par contre, il faut avoir beaucoup de pédagogie aussi quand on commercialise, quand on conseille des classes d'actifs small et mid. Merci Eve-Marie. On passe tout de suite à la dernière rubrique. Alors, on a un petit nouveau dans l'émission et j'en suis très content. C'est mon collègue journaliste Nessim Ben Garbia, spécialisé sur le juridique. Il a rencontré le président de la toute dernière association de courtiers, Courtantia, qui s'est créée il y a peu. On les écoute et on revient. 2022, les courtiers en assurance et en crédit ont l'obligation d'adhérer à une association professionnelle en vertu de l'autorégulation du courtage. Alors, comment fonctionnent ces organismes et quels sont les services qu'ils apportent à leurs adhérents? Pour en parler, nous sommes partis à la rencontre de Géraud Combournac, qui est directeur général de Courtantia, une association professionnelle qui a été agréée par l'autorité de contrôle en décembre 2023. Bonjour Géraud. Comment allez-vous? Bien et vous? Toujours très bien. Très bien. Ravi de vous revoir. Bien aussi. Alors, racontez-nous, Courtantia, donc vous êtes une association de courtiers en crédit et en assurance. Alors, les services que vous apportez à vos adhérents, en quoi consiste en fait votre activité de conseil? Alors, il y a pas mal de choses. On est parti des textes réglementaires, les fameux décrets qui précisent les différentes missions des associations. Alors évidemment, la vérification, tout le monde ne parle que de ça, le contrôle. Nous, je dirais qu'on a mis sur un pied d'égalité le mot accompagnement avec le mot vérification. Et c'est un peu ce que reprochent les adhérents d'autres associations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils se disent on vérifie, on vérifie, on vérifie, mais quand je passe un coup de fil, quand j'envoie un mail, je n'ai jamais de réponse. Nous, c'est une proximité, une réactivité, et vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin. Et on les aide sur tout ce qui est formation, sur tout ce qui est RC Pro, mais sans vouloir pour autant passer des contrats formels avec des fournisseurs de RC Pro de formation. Je sais que certains touchent des rétro-commissions, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est parfaitement transparent. Et vous avez été justement, la particularité de Courtantia, c'est que vous avez été agréé plus d'1 an après les 7 autres associations. Pourquoi avez-vous senti un besoin de créer une 8e association en fait? C'était pas prémédité. Suite à mon départ de la précédente association, il y a beaucoup d'intermédiaires en banque et en assurance qui m'ont dit « mais Géraud, tu faisais un super travail, donc on veut absolument que tu crées une nouvelle association, on te suit, on y va ». Et c'est parti de cette idée, une volonté de créer une structure légèrement différente avec les services dont on vient de parler, 28 membres fondateurs issus du courtier ou de l'assurance, et des gens qui se sont dit « on y va, on lance un projet ». Et le premier bilan, peut-être, vous avez été agréé donc, en décembre 2023. Là, on arrive à mi-année, 6 mois. Peut-être c'est un peu tôt, mais en un semestre, on peut avoir un peu des premiers enseignements. En fait. Alors, pour être transparent, on avait un premier prévisionnel avec un agrément qui était prévu en septembre. Et puis, bon, on a été agréé que le 8 décembre, donc on a revu le prévisionnel lorsqu'on a présenté de nouveau le dossier à la CPR. Et par rapport à ce nouveau prévisionnel, oui, on explose des compteurs. On explose des compteurs, on pensait vraiment avoir quelques dizaines, centaines d'adhérents. Là, on est à, je sais pas, peut-être 2000 inscriptions à lauréat. Il y a eu les discussions sur le modèle de distribution des intermédiaires. J'imagine que ça a dû vous occuper pendant une bonne partie de l'année, les premiers mois. Et il y a eu vos confrères donc, qui ont appelé à une trêve réglementaire. Voilà, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a trop de législation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut laisser le temps peut-être aux intermédiaires d'assimiler un peu ce qui a été déjà mis en place? Je dis au pouvoir public, stop, je les adore, mais stop. Les Français, comme l'ensemble des courtiers, en ont marre de cette malbouffe. On ne peut pas digérer toute cette réglementation qui n'arrête pas. Déjà en 2018-2019, lorsqu'on a négocié avec Bercy la loi sur la régulation du courtage, la DGT nous disait, oui, à terme, on va intégrer les MNE, peut-être les agents d'assurance. Non, c'est bon, calmos, laissez-nous digérer. Je rappelle que pour qu'on fasse du bon boulot auprès du consommateur,
dans le respect du cadre réglementaire. Et il faut qu'on puisse là encore digérer ces textes de loi, mais laissez-nous faire notre boulot tranquillement et le consommateur s'en plaint pas, hein. Au contraire. Je dirais que depuis que les courtiers sont là, si les taux ont baissé, s'il n'y a plus de délégation d'assurance en dehors de la loi Laumann, c'est parce que les courtiers ont mis en concurrence les établissements prêteurs, ont mis en concurrence les compagnies d'assurance et qu'aujourd'hui c'est le consommateur qui bénéficie de ce travail. Merci beaucoup Géraud. Eh ben, ravi de t'avoir revu. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir Nessim. Eve-Marie, vous êtes une fidèle de la CNCGP, vous êtes membre de la commission durabilité notamment. Ce sujet du choix d'une association, il est quand même assez important, notamment pour les jeunes CGP qui se lancent. Quels conseils pour ceux qui nous regardent, celles et ceux qui se lancent aujourd'hui, quels conseils vous leur donnez pour bien choisir son association au départ ? Alors, je pense que déjà le coût est un sujet, et notamment pour un jeune qui montrait son cabinet. Et beaucoup d'associations proposent des tarifs, des cotisations réduites pendant les premières années. Donc, je pense que déjà, on peut regarder cette partie-là. Toutes les associations, je pense, sont sérieuses sur le marché. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est indispensable, c'est de regarder quels documents juridiques et réglementaires nous sont mis à disposition, et notamment le kit réglementaire, parce que ça fera gagner beaucoup de temps de pouvoir profiter aussi de cette mise à disposition des documents. Il y a aussi notamment, en tout cas à la CNCGP, je peux parler de ce que je connais, des kits pour le RH qui nous donne des conseils, qui peut nous montrer également des modèles de contrats de travail. Et donc tous ces points-là, je pense, sont vraiment à regarder, et comment l'association peut gérer au mieux et représenter au mieux nos intérêts. Merci pour ces conseils. Eve-Marie, on arrive à la fin de cette émission et à la fin de l'année. Du coup, on peut reprendre ces petites friges. Ouais, nostalgie de cet été. Qui nous rappellent de bons souvenirs, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, Eve-Marie ? Alors écoutez, fin d'année, qui dit fin d'année dit début d'une autre, c'est-à-dire l'ouverture des pistes de ski. Donc il y a beaucoup de neige à Serre-Chevalier, on peut me souhaiter ça. Et de belles victoires pour les skieurs, notamment de Serre-Chevalier. Et je pense à Nils Allègre, qu'on encouragera particulièrement cette année. Voilà, je suis déjà dans la saison de ski. C'est le bonnet et le sport. On revient sur le thème du sport, effectivement, le thème avec lequel on avait commencé l'émission. Merci beaucoup, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Eve-Marie, de nous avoir reçus dans vos locaux. À très bientôt. À très bientôt. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de noter nos 2 prochains rendez-vous à Paris. On se retrouve le 7 novembre au Forum Immobilier et Finances et le 15 novembre au Salon Horizon Patrimoine. Si vous êtes conseillère et conseiller en gestion de patrimoine et que vous avez envie de participer à cette émission, envoyez-nous un petit message à cette adresse. D'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.